Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Régimbard, délégué général de la Conférence des grandes écoles. Et donc, au nom de la Conférence des grandes écoles et de sa présidente, Anne-Luce Sivac, eh bien, je suis très heureux de vous accueillir dans cette belle ville de Lille pour notre congrès annuel sur les transformations sociétales. Peut-être rapidement quelques informations pratiques. Vous avez un code Wi-Fi pour ceux qui voudraient l'utiliser, qui est affiché sur la porte derrière. Vous pouvez bien sûr tweeter pendant le congrès, mais enfin il est important aussi d'écouter ce qui sera dit. Et puis je rappelle aussi que notre congrès est rediffusé en direct sur la chaîne YouTube de la Conférence des grandes écoles. Et sans plus tarder, et en remerciant les directeurs qui nous accueillent des deux écoles, alors est-ce que Monsieur Hidou est là? Donc Jean-Marc Hidou, donc, qui est le directeur d'Incréa Hauts-de-France, qui nous accueillera demain, et puis Benoît Langueigne, qui est le directeur de Sciences Po Lille, et qui nous accueille aujourd'hui, et donc à qui je passe tout de suite la parole pour une présentation de son école. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir à Sciences Po Lille. Je remercie la CGE, sa présidente, Anne-Luce Sivac, d'avoir choisi Lille pour le congrès, d'avoir choisi Sciences Po Lille pour cette première journée. Alors, je vous présente en quelques mots l'institution. Sciences Po Lille est l'un des 10 Sciences Po en France, un à Paris, 9 en région. Parmi les 9 IEP, donc pour moi c'est une ancienne dénomination, Institut d'études politiques, donc maintenant on dit Sciences Po. Parmi les 9 IEP en région, donc Bordeaux et Grenoble ont gardé leur propre concours, mais depuis 10 ans, donc depuis 2008, un réseau de 7 Sciences Po, Strasbourg, Lyon, Aix, Toulouse, Rennes, Saint-Germain-en-Laye et Lille, organise un concours commun pour l'accès en première année. Voilà. Le réseau des Sciences Po du concours commun. Réseau SCPO, maintenant on dit. Voilà. Il y a 10 000 candidats pour 1000 places, environ répartis dans les 7 Sciences Po. Alors, le réseau partage, en dehors de ce concours commun d'accès en première année, un programme de démocratisation et une école d'été sur les pratiques pédagogiques pluridisciplinaires. Depuis 2014, les Sciences Po intègrent progressivement la CGE, Lille depuis 2015. Et donc, je vous adresse le salut amical de mes collègues, directeurs et directrices des autres Sciences Po. Patrick Le Floch doit arriver ou est dans la salle, directeur de Sciences Po Rennes. Les autres sont à Lyon pour fêter les 70 ans de Sciences Po Lyon, sans doute avec Gérard Collomb. Alors, puisque nous sommes au niveau ministériel, sachez que Gérald Darmanin, qui remplacera peut-être Gérard Collomb, est un diplômé de Sciences Po Lille et qu'un certain Jean-Michel Blanquer a été, de 1996 à 1998, un professeur de droit public très apprécié des étudiantes et des étudiants de l'école. Quelques mots maintenant sur Sciences Po Lille. L'école est née en 91, elle est donc relativement jeune. C'est un établissement public à caractère administratif associé à l'Université de Lille, qui est la fusion récente des 3 universités lilloises. L'école est membre du Collégium des grandes écoles de Lille, qui réunit l'école centrale de Lille, l'école de chimie, l'ANSET, les textiles, l'Institut Mines Télécom Douai-Lille, l'École nationale supérieure des arts et métiers de Lille, l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, l'ESJ Lille et Sciences Po Lille. Bon. Il manque plus que le LOSC. Les écoles de ce collégium sont membres fondateurs avec d'autres partenaires, évidemment, universitaires et des organismes de recherche, d'un ICIT obtenu en 2017. Alors, Sciences Po, c'est toujours la grande question. Je suis sûr que même dans cette assemblée, certaines se posent encore la question. Qu'est-ce que c'est que Sciences Po? Puisque une école d'ingénieur, on devient ingénieur. Une école de management, on fait du management. Sciences Po, qu'est-ce qu'on fait après Sciences Po? Bon, c'est toujours la grande question. Donc, en quelques mots, Sciences Po, c'est une école pluridisciplinaire, une grande école pluridisciplinaire de sciences sociales,
où la pluridisciplinarité est vraiment l'angle d'attaque historique de l'originalité de la formation, qui forment donc les futurs acteurs du pouvoir économique, social et politique, ce qui évidemment ouvre sur une palette des débouchés et des secteurs d'activité assez larges. Aujourd'hui, à Sciences Po Lille, il y a environ 2000 étudiants. C'est un Sciences Po qui est très tourné vers l'international avec 250 accords d'universités partenaires. Le directeur des relations internationales est en face de moi, Patrick Mardella. Et vous pouvez voir que ces locaux ont un cachet, une facture, une histoire particulière. Nous avons déménagé en 2017, fin décembre 2016, et on a fait une sorte de deuxième rentrée en janvier 2017. Ces locaux sont les anciens locaux de la faculté de droit et de lettres, quand l'université de Lille était dans Lille. Et donc, là aussi, il peut y avoir toutes les interprétations possibles sur cette chose, c'est-à-dire, certains, évidemment, disent que l'université n'aura qu'à récupérer ces locaux quand elle intégrera toutes les écoles, ou au contraire, on pourrait considérer que c'est un modèle innovant et un modèle d'avenir, puisque c'est bien, pour une fois, l'école qui prend possession des locaux de l'université. Je tiens à remercier évidemment les équipes de la CGE. Je vais adresser un salut particulier à Jules Meunier, qui est, comme Gérald Darmanin, je suis sûr que ça vous fera plaisir, un diplômé de l'école. Et puis, je voudrais aussi remercier évidemment les équipes de Sciences Po Lille qui ont vraiment contribué très efficacement depuis longtemps à l'organisation de ce congrès, et en particulier Emmanuel Calandre et Virginie Caquebec. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, un bon congrès. Très bien. Donc, également, Jean-Marc Lidou, directeur d'INCREO de France. Très heureux de participer à l'accueil de ce congrès de la Conférence des grandes écoles. Alors, rassurez-vous, je vais être très bref, parce que comme demain je vous reçois, je ne vais pas faire 2 fois le même discours. Mais par contre, je vais vous faire un peu de teasing pour vous donner envie de venir également à la journée de demain. Et je vais faire un petit commentaire justement sur la thématique qui était retenue par les organisateurs, et notamment ces enjeux de transformation sociétale. Donc INCREO de France, c'est la fusion de 3 écoles d'ingénieurs. Vous voyez, HEI, ISA, ISEN. Pour ceux qui les connaissent, vous voyez, c'est des objets très différents, hein, d'une école d'ingénieurs généralistes en passant par un institut d'agroalimentaire et une école du digital. Vous voyez, on peut se poser souvent la question, mais pourquoi vous avez fusionné? Voilà. En plus, ces 3 écoles étaient en parfaite santé. Voilà. En fait, la réponse, elle se trouve pile poil, je dirais, dans les minutes de ce congrès. C'est-à-dire, finalement, nous, on s'est posé des questions du sens. Pourquoi, finalement, vous voyez, on était là? C'était quoi nos missions en tant que grand établissement, grandes écoles? Voilà. Et donc, c'est vraiment ce qui a nourri notre logique et ce qui nous a amené vraiment à redéfinir nos missions. Vous voyez, finalement, d'être des acteurs de la transformation du monde, d'être finalement des formateurs, des acteurs de la transformation du monde. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit-là que demain, je vous présenterai un peu nos écoles et comment, finalement, on a construit une nouvelle stratégie sur 2 piliers que sont le transdisciplinaire et l'innovation. Voilà, donc j'étais très bref comme on me l'a demandé. Puis un très bon congrès à tous. Et donc, j'appelle Anu Sivac, présidente de la Conférence des grandes écoles. Bonjour à tous et à toutes, tous les directeurs, directrices, présidents, Madame la vice-présidente du département du Nord également, qui nous fait l'honneur d'être là, qui m'a dit tout à l'heure qu'elle travaillait bien et beaucoup avec les grandes écoles. Alors nous sommes aujourd'hui assez nombreux, en fait, comme d'ailleurs tous les événements de la conférence des grandes écoles. Aujourd'hui, on a plus de 160 écoles, aujourd'hui et demain, plus de 160 écoles qui sont représentées, environ 200 participants. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir de nombreux partenaires, des entreprises, des institutionnels. Le MESRI, qui est représenté par Catherine Maligné, toujours fidèle. Je voudrais aussi, je ne vais pas citer tout le monde, mais pointer la présence aujourd'hui de l'Académie des technologies, représentée par Alain Cadix. Où est-il? Qui est président de la commission formation, qui a été quand même président de la conférence des grandes écoles, hein, dans un moment
disons, antérieure de son histoire. Et d'ailleurs, on a également un autre président ancien de la conférence des grandes écoles, Philippe Jamet, qui est toujours en activité. Je ne le vois pas. Il est ouf. Voilà. Donc, je ne cite pas tout le monde, vous me connaissez. Je ne fais pas la liste des mesdames et messieurs, parce qu'on va passer aux choses plus concrètes. Alors, je voudrais quand même remercier, avant toute chose, Benoît Langaigne et Jean-Marc Hidou et leurs équipes, qui se dépensent sans compter pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Je voudrais également remercier les intervenants et grands témoins de ce congrès qui ont pris sur leur temps pour venir nous parler des transformations sociétales. La Maïf également, qui sponsorise ce congrès et qui nous est toujours fidèle. Et puis remercier tout particulièrement André Bismuth, le grand organisateur de tous les événements de la conférence des grandes écoles, et toute l'équipe de la CGE et son délégué général Philippe Regimbard. Merci vraiment à tous. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir avec le congrès, mais quand même un petit peu, je voulais dire combien on est fiers et heureux du prix Nobel de physique du français Gérard Mourou, qui est professeur à l'école polytechnique et qui a déroulé sa carrière aux États-Unis et en France, et notamment dans les laboratoires de l'IX, du CNRS et de l'ENSTA. Voilà, je voulais faire une petite incidente là-dessus parce que je crois que toute la communauté des grandes écoles est très fière, et toute la France, bien sûr, très fière de ce Nobel. Alors, dans les temps forts de cette journée, vous avez peut-être vu qu'il y a eu quelques mouvements et quelques changements de dernière minute. Et donc, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir notre ministre Frédérique Vidal, la ministre de l'ESRI, cet après-midi à 16h30. Donc, ça bouleverse un petit peu le programme. Je tiens forcément, donc ça va un petit peu impacter la dernière table ronde qui va être reculée. Donc, Denis, du coup, perd une de ses intervenantes clés qui va intervenir peut-être avant. Je ne sais pas, on est en train de réorganiser donc Valérie qui interviendra. Hein. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Voilà, on reste souple. Voilà. Et puis, nous n'avons pas, en revanche, malheureusement, le ministre Jean-Michel Blanquer, mais il va intervenir en vidéo, une vidéo qu'il a faite spécialement pour nous. Alors, avant cette vidéo qu'on va vous passer, je voulais rappeler un petit peu les raisons du choix de ce thème sur les transformations sociétales. D'où est venue l'idée? En fait, elle est venue à l'occasion du congrès de Rennes. Nous discutions à Rennes, c'était l'évolution des modèles de financement des grandes écoles. Et c'est vrai que nous avions pu mesurer tous les bouleversements à l'œuvre, évidemment, sur tous les bouleversements liés aux grandes transitions numériques, pédagogiques, le bouleversement de nos modèles économiques, de nos modèles pour accueillir de plus en plus d'étudiants, les nouvelles aspirations de la jeunesse, les nouvelles compétences attendues par les entreprises. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait aussi en cours une étude sur les SHS, les sciences humaines et sociales, et les grandes écoles, sous l'égide de la commission recherche notamment, Emmamed Drissi et Jean-François Ballaudet de la CPU et président de l'Université de Nanterre et de l'Alliance Athéna. Nous en parlerons cet après-midi dans l'un des ateliers. Donc il y avait cette étude sur les SHS, les sciences sociales, les grandes écoles, et l'idée d'élargir ce thème à l'ensemble des transformations sociétales, qui est un vaste sujet, mais qui est venu aussi du fait que les écoles sont reconnues et se revendiquent pleinement comme des acteurs positifs du changement, toujours à la pointe sur tous les sujets clés qui font le futur de l'enseignement supérieur. Je ne vais pas les reprendre ici, mais je voudrais de ce point de vue attirer votre attention sur le rapport d'activité que vous avez dans vos petites pochettes, et qui illustre toutes les avancées récentes sur ces sujets clés et qui montre que les grandes écoles restent un modèle extrêmement performant, comme en attestent les chiffres sur l'insertion professionnelle des diplômés qui sont au plus haut depuis 2010 et qui sont vraiment excellents, avec une rapidité d'insertion sans équivalent. Plus de 60% de nos diplômés qui trouvent un emploi avant même la sortie de l'école, le plein emploi obtenu quelques mois après la sortie des écoles. Et c'est vrai que ce modèle qui reste extrêmement performant, souple et agile, évolue en permanence dans un environnement qui est extrêmement changeant, avec tout le train de réforme qui a été lancé par le gouvernement. Alors j'avais prévu, en fait, ce matin, de vous faire un petit point d'actu sur les grands sujets qui agitent actuellement notre écosystème de grandes écoles, mais en fait, on va le faire cet après-midi lors de l'échange avec la ministre Frédérique Vidal. Voilà, donc ça, c'est reculé à l'après-midi.
Donc sur le thème des transformations sociétales, vous avez vu le programme, c'était un sujet très vaste, il a fallu qu'on fasse des choix, on y a travaillé avec les commissions, avec le comité d'orientation stratégique, le bureau, le conseil d'administration, et je remercie toutes les personnes qui ont participé. Donc on va bien sûr pas traiter l'ensemble des sujets, mais on a prévu de traiter un certain nombre de grands thèmes comme l'évolution des compétences et des métiers de demain, les questions de mesure de l'impact des grandes écoles sur les territoires, les mesures de l'impact aussi des diplômés, leur contribution à la transformation des territoires, les questions d'entrepreneuriat, d'innovation responsable, le numérique bien sûr, et l'intelligence artificielle et son impact sur la transformation des métiers et des relations sociales. Alors maintenant, je vais laisser la place à l'intervention de Jean-Michel Blanquer. Vous allez l'entendre, il va nous donner de très nombreuses clés pour toute la journée, pour l'ensemble de ces 2 journées. Bonjour à toutes et à tous, je suis évidemment très heureux de pouvoir m'adresser à vous par le truchement de cette vidéo, même si j'aurais aimé encore plus être avec vous et vous retrouver, puisque j'étais avec vous il n'y a pas si longtemps. Je voudrais d'abord saluer la présidente, bien entendu, Anne-Lucie Vac, et merci Anne-Lucie pour tout ce travail réalisé à la tête de la conférence des grandes écoles. En plus, vous êtes à Sciences Po Lille, où j'ai été professeur dans le passé, donc j'avais bien des raisons de me réjouir d'être parmi vous. Je pense en plus que le thème que vous avez choisi est évidemment un thème clé, puisqu'il s'agit de réfléchir aux transformations sociétales et à leur impact sur l'enseignement supérieur, et donc au rôle renouvelé des grandes écoles dans ce contexte. Je suis persuadé depuis longtemps que les grandes écoles peuvent être dans un rôle de locomotive, dans un rôle d'avant-garde par rapport à ces immenses enjeux que nous pose l'arrivée dans le XXIe siècle ultra technologique. À mes yeux, la grande question de notre temps, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain. Et ça renvoie à notre conception de l'être humain, à notre conception de la société et à ce que nous faisons en matière de formation pour cela. Il est évident que dans cette société ultra technologique, il y a des périls et des opportunités. Et bien pour affronter ces périls et aller vers les opportunités, nous devons à la fois avoir un état d'esprit de protection, un état d'esprit de réflexion, de recul sur la technologie, ce qui suppose de bien former à cette technologie, mais aussi nous devons ajouter de l'humain, réussir à répondre positivement à cette question du lien entre la technologie et l'humain, c'est réussir à ce que le duo homme-machine soit réussi. Ce qui, aussi bien pour les écoles d'ingénieurs que pour les écoles de management, que pour les formations en design et l'ensemble des enjeux qui sont ceux des grandes écoles, renvoie évidemment à des compétences précises et en même temps à un état d'esprit. Réussir le couple homme-machine, c'est faire en sorte que l'homme, la personne humaine, soit toujours capable de maîtriser ce qui se passe au travers des machines, ne se laisse pas dominer sous une forme ou sous une autre par l'emprise des réseaux, par l'emprise de l'intelligence artificielle, par l'emprise des robots. Pour autant, tous ces éléments sont aussi les grandes opportunités du XXIe siècle. C'est ce qui transforme notre économie sous nos yeux. Une économie aussi qui doit être plus dirigée vers l'humain. Être plus dirigée vers l'humain, c'est considérer en particulier que la santé et l'éducation, c'est-à-dire le corps et l'esprit, soient au centre de cette économie. Ce qui est vrai même, non seulement d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue strictement économique, car en termes de pourcentage du produit intérieur brut, l'éducation et la santé vont en effet prendre de plus en plus de poids au XXIe siècle. Et aujourd'hui, les économies d'avenir, prenons celle de l'Australie par exemple, sont des économies où l'éducation joue un rôle essentiel, aussi bien dans le commerce extérieur que dans la part de PIB. Et il y a donc aussi, dans ce XXIe siècle, une frontière entre l'économique et le social qui s'estompe, parce qu'un pays sera d'autant plus juste socialement qu'il aura élevé le niveau général de sa population, et il élèvera d'autant plus le niveau général de sa population qu'il sera juste socialement. Et je pense que les grandes écoles, dans ce contexte, ont un rôle absolument fondamental, parce qu'elles articulent justement cette ambition de l'excellence par la recherche, par la transmission des savoirs, et l'ambition de contribuer à la transformation de la société et à son caractère plus juste. C'est pourquoi les rapprochements avec le reste de l'enseignement supérieur, l'internationalisation, l'européanisation sont des enjeux qui ont été relevés depuis longtemps par les grandes écoles et qui devront l'être encore plus dans les temps à venir. Pour moi, c'est aussi l'occasion de vous dire que c'est le lien avec le système scolaire qui contribue à cela, aussi bien par les enjeux d'ouverture sociale que par les enjeux de continuum pédagogique. Nos manières d'apprendre évoluent. Nous devons à la fois garantir que des compétences fondamentales sont là. C'est le sens, par exemple, du
renforcement du niveau des programmes qui est en train de sortir des lycées. Et vous le savez, je suis très attaché à cet ancrage des savoirs fondamentaux. Et nous devons aussi apprendre des compétences qui sont déjà des compétences nécessaires, mais qui vont l'être encore plus dans le futur. Je pense à la capacité à travailler en équipe. Je pense évidemment aux compétences numériques concrètes, profondes. Je pense évidemment à la pédagogie de projet qui doit être présente assez tôt dans le continuum de formation du jeune. Donc on ne peut que vous féliciter pour le dynamisme dont les grandes écoles font preuve au quotidien pour affronter ces défis. Je pense qu'il est important aussi de partager une vision commune. C'est ce que vous faites au travers de la conférence des grandes écoles. Et donc je vous souhaite de très bons travaux et de très belles réussites. À bientôt.